Dans la paisible ville du Maine en 1947, un meurtre choquant vient bouleverser le quotidien de ses habitants. Le principal suspect est Andy Dufresne, un banquier local dont les cris d'innocence résonnent dans la salle d'audience, mais la justice ne lui accorde aucune clémence et il se retrouve condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité. Envoyé à Shawshank Prison, une institution notoire pour sa capacité à briser même les âmes les plus fortes, Andy entre dans un monde où l'espoir semble être une denrée rare. Pendant ce temps, Red, un tueur condamné qui a passé 20 ans derrière les barreaux de Shawshank, est interviewé pour une éventuelle libération conditionnelle. Malgré ses tentatives sincères pour prouver qu'il a changé, le Conseil des libérations conditionnelles rejette sa demande avec froideur. Désemparé par ce refus cinglant, Red retourne à sa routine carcérale où il se spécialise dans le trafic d'objets interdits au profit de ses camarades prisonniers. Lorsque de nouveaux détenus arrivent à Shawshank, Red et ses complices parient sur qui succombera sous la pression écrasante de cette vie infernale. Red mise sur Andy Dufresne. Bien que ce dernier semble calme et impassible en surface, il cache au fond de lui une désespérance profonde qui commence tout juste à émerger. Cependant, c'est finalement un autre détenu obèse qui craque lors de sa première nuit en prison. Ses pleurs désespérés résonnent dans les couloirs sombres jusqu'à attirer l'attention du capitaine Hadley. Ce gardien sadique éprouve un plaisir pervers à infliger des souffrances aux prisonniers et s'acharne sur l'infortuné homme pendant des heures sans relâche. Le lendemain matin apporte avec lui une nouvelle tragique. L'obèse est mort suite aux coups reçus dans l'infirmerie où le médecin était absent durant la nuit. Cette révélation stupéfie Andy Dufresne qui tente d'en savoir plus sur cet homme dont personne ne semble vouloir prononcer le nom. Chaque question qu'il pose lui vaut des réponses froides et indifférentes. Dans cet univers impitoyable où la solidarité est aussi rare qu'une étoile filante dans le ciel nocturne, Andy commence lentement à comprendre que survivre ici nécessite plus que simplement garder son calme face au désespoir ambiant. Un mois s'est écoulé, et Andy, avec un regard déterminé dans les yeux, s'approche de Red. Il a entendu des rumeurs sur la capacité de Red à faire passer des objets en contrebande dans la prison. D'un ton léger mais sérieux, il lui demande un marteau à rocher, prétextant qu'il souhaite se consacrer à sa passion pour la collection et la sculpture de pierre. Mais Red, intrigué et méfiant, ne peut s'empêcher de se demander si Andy a des intentions cachées. La suggestion d'une évasion fait rire Andy aux éclats, mais l'inquiétude reste ancrée dans l'esprit de Red. Peu après cette conversation intrigante, une ombre menace le quotidien d'Andy, Bog et ses acolytes connus sous le nom des Sisters. Ces assaillants rôdent autour des autres détenus comme des prédateurs affamés. Les premiers mois d'incarcération d'Andy sont marqués par ce combat incessant pour sa dignité tout en jonglant avec son travail à la blanchisserie. Malgré ces épreuves brutales, une lumière brille dans son obscurité, l'amitié sincère qu'il partage avec Red. Ensemble, ils échangent leurs rêves et leurs espoirs au milieu du chaos. Puis vient une opportunité inattendue. Un poste est disponible pour goudronner le toit d'un bâtiment pénitentiaire. Avec ses connexions bien établies dans le monde carcéral, Red n'hésite pas à tirer quelques ficelles pour faire obtenir ce job à Andy et leurs amis. C'est là qu'Andy capte l'attention de Hadley, un gardien arrogant qui se plaint amèrement des impôts sur un héritage imminent. Avec son expertise bancaire aiguisée par les années passées derrière les barreaux, Andy propose une stratégie audacieuse, transformer cet héritage en don unique pour sa femme afin d'échapper aux griffes du fisc. Au début réticent et furieux face à cette audace insolente d'un prisonnier sans statut social apparent, Hadley finit par céder devant l'intelligence indéniable d'Andy. Un échange naît alors entre eux. Andy aide Hadley avec les formalités administratives en échange de bières bien fraîches pour ses camarades détenus. Au fil du temps, grâce à cette manœuvre astucieuse et aux interactions habiles qu'il tisse avec ses compagnons incarcérés ainsi que le personnel pénitentiaire, Andy commence à se sentir plus confiant. Sa soif de connaissance ne connaît pas de limite, il dévore les livres qui lui tombent sous la main et élargit son horizon intellectuel jour après jour. Puis vient un moment curieux où il aborde Red avec une nouvelle demande surprenante, il veut un poster de Rita Hayworth. L'air perplexe mais amusé face au choix excentrique d'Andy laisse entendre que même derrière les murs froids de la prison, des rêves inattendus peuvent encore germer. La tension monte alors que chaque geste devient plus significatif dans ce monde clos où chaque instant peut basculer vers l'espoir ou le désespoir. Andy se retrouve face aux sœurs, et cette fois-ci, il n'hésite pas à les défier avec une audace qui surprend tout le monde. Il déclare qu'il n'a pas peur de mourir, et dans un élan de défi, il menace même de mordre leur virilité s'ils osent s'approcher davantage. Leur visage se fige sous l'effet de sa bravoure, mais la surprise ne les empêche pas d'agir. Ils se jettent sur lui avec une violence inouïe, le laissant dans un état lamentable qu'il envoie à l'infirmerie pour un mois entier. Pendant ce temps, Bog subit les conséquences de ses actes, la punition est sévère et il est placé en isolement. À sa sortie, Hadley et ses hommes l'attendent avec une rage dévastatrice. Les coups pleuvent si fort qu'il perd définitivement l'usage de ses membres et doit être transféré à l'hôpital pénitentiaire. Les membres du gang de Bog prennent la fuite, abandonnant Andy à son sort.
Quand Andy finit enfin par quitter l'infirmerie, Red et les autres lui offrent des pierres sculptables ainsi qu'une immense affiche de Rita Hayworth. Mais ce n'est que le début des événements qui vont changer le cours des choses. Le directeur Samuel Norton apprend bientôt les talents d'Andy et décide d'organiser une inspection surprise dans sa cellule pour faire connaissance avec lui. En entrant dans la cellule en désordre provoqué par les gardes fouillant pour des objets interdits, Norton trouve Andy plongé dans la lecture de la Bible. Ils échangent alors sur leurs versets préférés tandis que le chaos règne autour d'eux. Après avoir fouillé sans rien trouver d'illégal, Norton encourage Andy à continuer sa lecture en lui murmurant que « la rédemption se trouve en soi ». Plus tard, Andy découvre qu'il a été affecté à la bibliothèque pénitentiaire comme assistant du vieil hamac Brox Alten. En échange de son aide pour remplir leurs déclarations fiscales et donner des conseils financiers aux gardiens, Andy voit son influence grandir au sein du pénitencier. Un jour, une idée lumineuse germe dans son esprit, élargir la bibliothèque afin d'aider les autres détenus à s'élever au-delà des murs grisâtres qui les entourent. Sur conseil de Norton, il commence à écrire chaque semaine au Sénat du Maine pour demander des fonds. Avec le temps, sa popularité explose, même des gardiens venus d'autres prisons viennent chercher ses conseils lors d'un tournoi interprison organisé à Shawshank. De simples prisonniers devenus conseillers financiers personnels du directeur Norton lui-même. Qui aurait cru qu'un homme abattu par tant d'adversité pourrait transformer son destin ainsi? Un jour, quelque chose s'empare de Brox, et il prend un détenu en otage, menaçant de le tuer. Après 50 longues années derrière les barreaux de Shawshank, la réalité de sa libération se profile à l'horizon. Mais alors que la liberté se dessine devant lui comme une lumière éclatante, Brox se retrouve paralysé par la peur et l'incertitude. Il est perdu dans un monde qui lui semble étranger, convaincu qu'il ne pourra jamais s'adapter à cette vie au-delà des murs de la prison. Dans un acte désespéré pour conserver ce qu'il connaît le mieux, il choisit des mesures extrêmes et s'en prend à un autre prisonnier. Au cœur du tumulte, Andy fait un pas en avant. Avec calme et détermination, il parvient à apaiser Brox. Il lui rappelle qu'un monde vaste et riche l'attend au-delà des barreaux froids qui ont défini son existence pendant tant d'années. Plus tard, Andy partage ses réflexions avec Red sur cet incident troublant. Red déclare que Brox est devenu institutionnalisé, façonné par 5 décennies d'incarcération où chaque jour a été une répétition du précédent. Les murs de Shawshank sont devenus son refuge mais aussi sa prison mentale. Au début, on les déteste puis on s'y habitue tellement qu'on finit par en dépendre. Le moment fatidique arrive lorsque Brox est finalement libéré malgré son désir ardent de rester enfermé dans ce lieu devenu familier pour lui. En franchissant le seuil de la prison pour la première fois depuis si longtemps, il est frappé par l'immensité des gratte-ciel qui semblent toucher le ciel et par le tumulte d'une foule pressée qui va et vient autour de lui. Le choc est brutal, aucun ami ou membre de sa famille ne l'attendait. Il n'a ni foyer ni but dans cette nouvelle vie qui s'ouvre devant lui. Dépourvu d'anciennes repères et noyé sous les souvenirs du passé carcéral, Brox tente désespérément de retrouver une routine familière en acceptant un emploi dans un supermarché local. Mais là encore, c'est une lutte constante contre un rythme effréné qu'il peine à suivre. Les gens parlent vite et agissent différemment, leurs comportements sont autant d'énigmes qu'il ne peut résoudre. Chaque jour devient plus lourd que le précédent alors que sa mélancolie grandit jusqu'à atteindre des profondeurs abyssales. Finalement acculé par ses émotions écrasantes et incapable d'imaginer un avenir meilleur pour lui-même dans ce monde nouveau où il se sent si étranger, Brox commet l'impensable, il laisse derrière lui une inscription simple mais poignante sur une poutre en bois, « Brox était ici ». Les années passent lentement, si longues années où Andy continue inlassablement d'écrire aux législateurs pour faire entendre leur voix à Shawshank. Sa persévérance finit par porter ses fruits lorsque $200 sont alloués à l'expansion tant attendue de la bibliothèque pénitentiaire ainsi qu'à l'acquisition d'une collection précieuse composée de livres anciens usés jusqu'à la corde et de disques phonographiques oubliés depuis longtemps. Au milieu de ces trésors littéraires poussiéreux, Andy découvre une copie du célèbre opéra « Les Noces de Figaro » de Mozart, symbole d'un espoir renaissant même dans les lieux les plus sombres. Cette histoire résonne profondément avec nous tous car elle évoque non seulement les défis liés à la réinsertion après une longue incarcération mais aussi notre propre rapport avec nos peurs face au changement et notre quête incessante pour trouver notre place dans le monde. Dans l'ombre des murs de Shawshank, un souffle d'espoir émerge. Andy, avec une détermination inébranlable, élabore un plan audacieux pour partager une œuvre musicale qui transcende les barreaux. Alors qu'il travaille dans le bureau du directeur, il saisit l'opportunité parfaite, enfermer le garde dans les toilettes et brancher le tourne-disque sur le système de haut-parleurs de la prison. Les premières notes de l'opéra s'élèvent dans l'air stagnant, et quelque chose d'extraordinaire se produit. Les détenus, même ceux au cœur le plus dur, sont emportés par la beauté envoûtante de la musique. Les visages des gardes s'illuminent également, témoignant du pouvoir indéniable de cette performance. Mais cette rébellion n'est pas sans conséquences. Andy est rapidement condamné à 2 semaines d'isolement. Pourtant, malgré cette punition sévère, il reste convaincu que l'espoir est la clé de sa survie. Rien ne pourra briser son esprit face aux conditions brutales de Shawshank. Les jours passent et Red se retrouve encore une fois devant la commission des libérations conditionnelles après 30 ans passés derrière les barreaux. Malheureusement,
sa demande est rejetée une nouvelle fois. Pour remonter le moral de son ami, Andy lui offre un harmonica en souvenir de ses 3 décennies d'incarcération. En retour, Red lui remet une immense affiche de Marilyn Monroe pour célébrer ses 10 années à Shawshank. Après l'incident musical avec Mozart qui a secoué la prison, l'État accorde à Andy un budget modeste de $500 pour agrandir la bibliothèque. Avec sagesse et ingéniosité, il utilise ces fonds pour établir des partenariats avec des clubs littéraires et des œuvres caritatives afin de créer la meilleure bibliothèque pénitentiaire du Maine en hommage au regretté Brooks. Grâce à cette infrastructure améliorée, Andy commence à donner des cours aux détenus désireux d'obtenir leur diplôme d'études secondaires afin qu'ils puissent décrocher un emploi décent à leur sortie. Pendant ce temps-là, le directeur profite honteusement des compétences bancaires d'Andy pour s'enrichir davantage en exploitant les détenus comme main-d'œuvre bon marché sur divers projets publics qu'il remporte facilement grâce à ses offres alléchantes. Pour dissimuler la fortune mal acquise du directeur Norton aux yeux de la loi, Andy met en place plusieurs comptes bancaires sous l'identité fictive d'un homme imaginaire, Randall Stephens, un nom qui n'existe que sur papier mais qui possède tous les documents nécessaires, certificat de naissance, numéro de sécurité sociale et permis de conduire. Le plan semble infaillible. Si jamais les autorités décident d'enquêter sur cette affaire mystérieuse, elles poursuivront une ombre sans consistance réelle. Le récit avance alors vers 1965 où apparaît Tommy, un jeune homme plein d'énergie condamné à 2 ans à Shawshank pour cambriolage. Charismatique et amusant, Tommy apporte avec lui une bouffée d'air frais au sein du pénitencier austère. Il a commencé à fréquenter les prisons dès l'âge de 13 ans, une vie marquée par des allers-retours incessants derrière les barreaux. C'est là qu'il croise Andy et Red, une rencontre qui va changer le cours de leur existence. Ensemble, ils tissent des liens solides, unis par leur lutte et leurs rêves brisés. Un jour, Tommy se tourne vers Andy avec une demande simple mais pleine d'espoir, l'aider à obtenir son diplôme équivalent au lycée. Andy, toujours prêt à tendre la main, accepte sans hésiter et il se lance dans cette aventure éducative. Les mois passent, rythmés par le travail acharné et la persévérance. Le jour tant attendu arrive enfin, Tommy est assis pour passer son examen. Mais alors que le temps s'écoule, la frustration monte en lui. À la fin du test, déçu par sa performance, il jette sa feuille de réponse dans les ordures. Pourtant, Andy ne peut laisser cela se produire, il récupère ce document précieux et l'envoie au conseil éducatif. Dans une scène tendue, Red confronte Tommy avec colère pour son acte irréfléchi. Il lui rappelle tout le temps et l'énergie qu'Andy a investi pour l'aider à atteindre cet objectif si important. Ce moment de vérité frappe Tommy comme un coup de poing, il réalise enfin l'ampleur de son erreur et présente ses excuses sincères. Mais ce n'est pas tout, il lâche une bombe. Lors d'un séjour dans une autre prison, il a partagé sa cellule avec un homme qui avait avoué avoir tué un golfeur et sa compagne. Cet homme se vantait d'avoir piégé un banquier innocent pour ce crime atroce. La révélation foudroie Andy, cet innocent n'est autre que lui-même. Sans perdre une seconde, il se précipite vers le directeur de la prison pour demander un nouveau procès avec Tommy comme témoin clé. Mais le directeur corrompu refuse catégoriquement d'aider Andy craignant de perdre sa source lucrative et décide plutôt de punir notre héros en l'envoyant en isolement pendant 1 mois. Durant cette période sombre où chaque minute semble durer une éternité, Tommy reçoit finalement son diplôme tant convoité. Malheureusement, quelques jours plus tard, il est escorté hors des murs de la prison. Non pas vers la liberté mais vers une mort tragique aux mains du gardien Hadley qui veut éviter que Tommy ne révèle quoi que ce soit sur Andy. Le directeur rend ensuite visite à Andy dans sa cellule d'isolement pour lui annoncer la terrible nouvelle concernant Tommy. Il a été abattu en tentant de s'échapper, dit-il avec un sourire perfide sur les lèvres. Mais Andy sait qu'il ment, refusant désormais d'obéir aux ordres du directeur concernant le blanchiment d'argent illégalement acquis. Libéré après son isolement torturant, Andy s'ouvre enfin à Red sur son passé douloureux, notamment sur celle qu'il aimait profondément, sa défunte épouse dont il se sent responsable même sans avoir tiré la gâchette lui-même. L'émotion déborde alors qu'il partage avec Red son rêve ultime, fuir vers Zihuatanejo au Mexique où il pourrait vivre paisiblement loin des ombres du passé. Il invite Red à le rejoindre là-bas un jour prochain et évoque aussi un endroit précis à Buxton dans le Maine où il a caché quelque chose d'important sous un arbre pour son ami le jour où il sera libre. Une promesse silencieuse entre 2 amis liés par des épreuves inoubliables qui attendent désespérément leur chance de liberté face à des forces bien plus puissantes qu'eux-mêmes. Les jours passent et Andy reprend son travail trouble pour Norton, une situation qui ronge Red de plus en plus. L'inquiétude de Red grimpe d'un cran lorsqu'il apprend qu'Andy a demandé à un autre détenu une corde de 6 pieds. Les pires scénarios se bousculent dans son esprit, et il craint que son ami ne commette l'impensable. Puis, le lendemain matin, le silence s'installe, Andy ne répond pas à l'appel habituel. La révélation tombe comme un coup près, il a disparu de sa cellule. Rapidement, on découvre qu'il a creusé un tunnel avec un perforateur caché derrière une affiche soigneusement choisie pour dissimuler son œuvre clandestine. Un flashback éclaire la scène. Andy avait astucieusement dissimulé la terre extraite dans ses poches, qu'il vidait discrètement dans la cour lors de ses promenades matinales. La nuit précédente, il avait empaqueté des papiers et des vêtements de Norton dans un sac plastique qu'il avait attaché à lui-même avec cette fameuse corde. Alors que Norton et les autres tentent désespérément de comprendre comment cela a pu arriver,
Andy se glisse incognito dans toutes les banques où Norton avait ses comptes, se faisant passer pour Randall Stephens et retirant tout l'argent disponible. Avec une audace fulgurante, il envoie également des preuves des actes illégaux de Norton à un quotidien national. Rapidement, le chaos s'empare de la prison de Shawshank alors que policiers et médias envahissent les lieux. Hadley est arrêté sur le champ pour le meurtre de Tommy tandis que d'autres fonctionnaires corrompus sont également appréhendés. Les preuves envoyées par Andy se révèlent accablantes. Bientôt, les autorités commencent à dénouer le fil complexe du réseau corrompu tissé par Norton et ses complices. Mais avant que la police n'ait pu mettre la main sur lui, Norton commet l'impensable pour éviter l'humiliation d'être exposé au grand jour. Dans ce tourbillon d'événements tragiques mais libérateurs, justice est rendue et l'héritage d'Andy perdure comme symbole d'espoir face à l'injustice qui gangrène leur monde. Quelque temps plus tard, Red reçoit une carte postale anonyme venue de Fort Hancock au Texas. Son cœur s'emballe alors qu'il lit ces quelques mots rédigés par son vieil ami. J'ai enfin atteint ma destination rêvée, Zihuatanejo. Une vague d'émotions submerge Red. Il est heureux pour Andy qui a réalisé son rêve tant convoité de liberté mais aussi mélancolique face à cette absence définitive. Il ne peut s'empêcher de se demander comment va Andy maintenant, est-il heureux? Pense-t-il encore aux jours passés derrière les barreaux? En contemplant cette carte postale empreinte d'espoir et d'amitié éternelle, il se remémore ces mots résonnants. Certains oiseaux ne sont pas faits pour être enfermés car leurs plumes sont trop brillantes. Un sourire ému traverse le visage de Red malgré les larmes qui menacent ses yeux. Il sait qu'Andy fait partie de ces oiseaux libres. La scène change brusquement vers 1967 lors des audiences conditionnelles de Red. Cette fois-ci, il ne cherche pas à impressionner le conseil, au contraire, avec mépris, il déclare que « réhabiliter » n'est rien d'autre qu'un mot inventé pour justifier leur existence même. Il exprime sincèrement ses regrets concernant ses actions passées en affirmant qu'il devra vivre avec ce poids jusqu'à la fin des temps. Red, dans un élan de désespoir, demande au conseil de cesser de lui faire perdre son temps et de le laisser tranquille. À sa grande surprise, sa libération conditionnelle est enfin approuvée. Il se retrouve dans la même chambre où Brooks a tragiquement mis fin à ses jours, un rappel cruel du passé qui l'entoure. En commençant à travailler au supermarché où Brooks avait été employé, Red ressent parfois cette tentation sombre de commettre un crime juste pour retourner en prison, mais chaque fois il se souvient de la promesse faite à Andy. Finalement, il prend le chemin vers Buxton et découvre le mur de pierre où Andy avait caché quelque chose d'important. Lorsqu'il déterre une petite boîte remplie d'argent et d'instructions pour le retrouver à Zihuatanejo, il lit avec émotion une lettre d'Andy qui exprime son impatience de le revoir car il a besoin d'un ami capable d'obtenir des choses pour un projet. Ce moment devient une révélation pour Red, l'espoir et l'optimisme sont des forces puissantes. Avant son départ vers la liberté, il grave sur une poutre en bois ce message poignant, Brooks était ici, Red aussi. Malgré la violation de sa libération conditionnelle, Red ressent une immense libération alors qu'il traverse la frontière à Fort Hancock, laissant derrière lui les chaînes d'un passé oppressant. Son cœur s'emballe à l'idée de retrouver Andy et d'entamer ensemble une nouvelle aventure. La scène finale nous plonge sur la plage du Pacifique où les deux amis se retrouvent enfin dans un moment chargé d'émotions et de bonheur partagé. La promesse du futur brille devant eux comme un phare inextinguible. En somme, Red réalise que l'amitié et l'espoir peuvent transcender les murs les plus épais, ils sont les véritables clés qui ouvrent toutes les portes. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci.